Elle a dit que je ressemblais à sa sœur disparue, puis elle a prononcé mon prénom, et tout a changé. Je m'appelle Noël Hartley et jusqu'à ce mardi après-midi, je pensais mener une vie tout à fait ordinaire. Je vivais seule dans un coin tranquille de Seattle, je passais mes journées à corriger des manuscrits en pantalon de survêtement et j'appelais mes parents au téléphone tous les dimanches. Rien de remarquable, rien d'étrange. Juste une vie que j'avais construite lentement et discrètement, comme on aligne des livres sur une étagère. Mais tout cela s'est effondré à exactement 14h17, dans une pharmacie de quartier sur East Pine Street. Je me sentais très mal depuis le matin, une sorte de grippe en train de couver derrière mes yeux, alors je me suis traînée dans la rue pour aller chercher des antibiotiques, suite à une ordonnance dont je ne me souvenais même plus avoir fait la demande. L'air sentait le désinfectant et les sacs en plastique. Je faisais défiler un email d'un client qui se plaignait des tirets quadratins quand quelqu'un est entré dans la file derrière moi. C'était une femme plus âgée, les cheveux gris tirés en chignon, des gants de jardinage dépassant de son sac en toile. Inoffensive, jusqu'au moment où elle a dit « Tu ressembles tellement à ma sœur ». J'ai souri, comme on le fait quand des inconnus vous disent ce genre de choses, doucement, poliment, avec distance. Je l'avais déjà entendu auparavant un de ces visages, disaient les gens. Mais elle ne m'a pas souri en retour. Ses yeux se sont remplis d'autre chose, du chagrin peut-être, ou de la stupeur. Puis elle a dit 5 mots que je n'oublierai jamais, elle a disparu à 7 ans. Ma poitrine s'est soudainement contractée, je n'ai rien répondu, j'ai juste regardé devant moi, suppliant intérieurement que la file avance plus vite. Et puis elle a prononcé mon prénom. Pas Noël, ni rien qui y ressemblait. Elle a dit un nom que je n'avais jamais entendu de ma vie, mais qui a provoqué un frisson étrange dans ma nuque. Et le plus troublant, c'est que je ne l'ai pas corrigé. Parce que, quelque part, sous le bruit de la pharmacie et le bourdonnement dans ma poitrine, une voix intérieure m'a soufflé, elle pourrait bien avoir raison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après la rencontre à la pharmacie, je suis rentrée chez moi avec les antibiotiques encore dans le sac en papier, et la tête bourdonnante plus fort que n'importe quelle fièvre. J'ai dû rejouer ces 5 secondes une centaine de fois, le moment exact où sa voix s'est brisée, la façon dont elle m'a regardée, comme si elle voyait un fantôme qui refusait de disparaître. Et ce prénom. Celui qui ne m'appartenait pas, sauf que désormais, je n'en étais plus si sûre. Je suis restée devant le miroir plus longtemps que je ne l'aurais dû, à étudier mon visage comme ces étrangers qui contemplent un tableau qu'ils croient avoir déjà vu. Mon nez, mes yeux, la fine cicatrice au-dessus de mon sourcil. J'étais tombée d'une balançoire quand j'étais petite, ou du moins, c'est ce qu'on m'avait toujours dit. Mes parents affirmaient m'avoir emmenée aux urgences, m'avoir tenu la main pendant les points de suture. Mais je ne me souvenais pas de ce jour. Pas vraiment. Je ne me rappelais que l'histoire. Les photos prises après coup. La manière dont ma mère la racontait encore et encore, comme un conte du soir. Il y avait beaucoup de choses comme ça dans mon enfance. Des choses que je savais parce qu'on me les avait racontées, pas parce que je les avais vécues. À 33 ans, je croyais en avoir fini avec les questions sur mon identité. J'avais grandi à Tacoma, déménagé à Seattle après l'université. Je travaillais comme éditrice indépendante, surtout de la fiction historique et quelques mémoires. J'aimais les délais, la solitude et faire les courses le mercredi matin, quand les allées étaient vides. Je n'avais ni frère ni sœur, ni famille élargie. Je gardais contact uniquement avec ma mère, Alice, et mon père, Robert, qui vivait dans une petite maison à la porte rouge et à la pelouse parfaitement entretenue. Il m'aimait. Il m'avait toujours aimé. Mais je n'avais aucune photo de moi avant l'âge de 3 ans. À chaque fois que je demandais, ma mère répondait qu'il y avait eu un incendie dans la maison. Tout a été détruit, disait-elle, une fois, en remuant une sauce pour les pâtes, comme si ce n'était qu'un simple contretemps. Les vieux jouets, les photos de bébé, tout. Tu étais si petite que tu ne t'en souviens pas, voilà l'histoire. Une parmi tant d'autres que je n'ai jamais contestées. Mais cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur, une clé USB contenant des photos scannées que ma mère m'avait envoyées pour un diaporama à l'occasion de leur 30e anniversaire de mariage. Je l'ai branchée, le cœur battant. La première photo, c'était moi, à 3 ans, assise en tailleur dans un parc,
portant une salopette et tenant une glace fondue. Le nom du fichier disait « anniversaire-0-3.jpg ». J'ai fait défiler les images une à une. Toujours à partir de 3 ans. Aucun doudou. Aucun bracelet de maternité. Aucune photo de premier pas. Juste une petite fille qui semblait être apparue un jour, déjà assez grande pour poser devant un appareil photo. Et puis je me suis souvenu de quelque chose qui m'a donné la nausée, mon certificat de naissance. Je l'avais vu une seule fois, des années auparavant, lorsque j'avais fait une demande de passeport. Je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air trop neuf, comme s'il avait été imprimé dans une boutique de photocopie. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais j'avais la peau trop tendue, la respiration trop courte, et le prénom que cette femme avait prononcé à la pharmacie ne cessait de résonner dans ma tête. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu avec sa voix chantante habituelle, « Bonjour, ma chérie. Comment tu te sens ? » « Ça va », ai-je répondu, juste un peu fatiguée. On a parlé de tout et de rien, la météo, l'épicerie, un nouveau voisin avec un chien bruyant. Puis j'ai demandé, « Dis, tu te souviens où on habitait avant Tacoma ? » Il y a eu une pause. « Tu veux dire avant l'incendie ? » Ouais. Nouvelle pause, plus longue cette fois. « Je crois que c'était quelque part dans le sud de l'Oregon », a-t-elle fini par dire. « Pourquoi ? » Pour rien, ai-je menti. Mais j'ai senti un changement en elle, quelque chose dans sa voix qui s'est légèrement tendue. Et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé ce qu'elle ne me disait pas. Je me suis juré de ne pas sombrer dans la paranoïa, que tout cela n'était qu'une coïncidence, un simple cas d'erreur d'identité. Mais ce coin silencieux et soupçonneux de mon esprit, celui que j'ignorais d'habitude, était désormais bien éveillé, fouillant dans chacun de mes souvenirs comme s'il cherchait une fissure dans le plancher. Vers midi, j'avais mal à la tête, pire que l'infection que j'étais censée traiter. Alors j'ai appelé Daphné, ma plus proche amie à Seattle. Infirmière en pédiatrie, elle avait une honnêteté brutale que j'appréciais généralement et que je redoutais parfois. Elle est arrivée chez moi en blouse bleue, tenant un thé glacé et un sourcil levé. « On dirait que t'as vu un fantôme », a-t-elle dit. Peut-être bien que j'en ai vu un. Je lui ai tout raconté, la femme à la pharmacie, le prénom, la cicatrice, les photos qui commençaient trop tard, la conversation avec ma mère ce matin-là. Daphné a écouté sans m'interrompre, ce qui était rare. Puis elle s'est adossée sur mon canapé et a dit « Ok. » C'est soit l'histoire la plus bizarre que j'ai jamais entendue, soit le début d'un sacré documentaire. Ne plaisante pas. Je ne suis pas Noël. Si quelqu'un venait me voir et commençait à énumérer des choses sur mon corps qu'il ne peut pas connaître, je ferais une vérification complète de moi-même. Je ne vais pas faire une vérification de fond sur moi-même. Pourquoi pas ? Ça m'a stoppé. Je n'avais pas de réponse. Daphné a pris mon ordinateur portable sur la table basse, l'a ouvert et a commencé à taper comme si elle était née pour dévoiler une conspiration. C'était quoi son nom déjà ? Je ne sais pas. Elle ne m'a jamais donné le sien, juste celui de sa sœur. Celle qu'elle pense que je suis. Daphné continuait de taper. Ok. Et c'était quoi ce prénom ? J'ai hésité, puis je l'ai prononcé à haute voix pour la première fois, Eleanor. Daphné s'est figée. Eleanor quoi ? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas dit. Nous sommes restés un moment en silence. Daphné a ouvert Facebook. Bon, on va chercher quand même. Nous avons cherché des combinaisons, Eleanor disparue, Eleanor année 1990, Oregon, Washington. Rien. Puis j'ai ajouté, elle a dit que sa sœur avait disparu à l'âge de 7 ans. C'étaient ses mots exacts. Daphné a ajouté le mot « disparu » à la recherche et resserré les dates. C'est là qu'on l'a trouvée. Lena McKinley, enseignante à la retraite, habitait à Seattle. Sa photo de profil la montrait dans un jardin entouré de tournesols. Sa biographie disait « militante pour les enfants disparus. Sœur survivante ». Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Daphné a cliqué sur les photos de Lena. Nous avons trouvé un album intitulé « Jamais oublié ». Nous avons hésité un instant, puis cliqué. La première photo était celle d'une petite fille, photo d'école. Peut-être 7 ans.
Des dents de devant manquantes. De grands yeux verts. Un casque de vélo rose en bandoulière. Ça aurait pu être moi. Elle me ressemblait plus que n'importe quelle photo de petite fille que je n'avais pas. Il faut que je lui parle, ai-je murmuré. Oui, a dit doucement Daphné, tu dois vraiment le faire. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire les 100 pas dans mon appartement. J'ai écrit et réécrit un message à Léna au moins 10 fois avant d'envoyer enfin « Bonjour, c'est Noël. Nous nous sommes rencontrés hier à la pharmacie. Je pense qu'on doit parler. » Elle a répondu 10 minutes plus tard « Merci. J'espérais que tu le ferais. » Elle a proposé qu'on se rencontre le lendemain matin. Un endroit calme, a-t-elle dit, quelque part de sûr au cas où tu serais submergé. J'ai choisi le Blue Fern Café près de Pike Street, pas loin de chez moi. Un terrain neutre. Des murs familiers. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui me tenait éveillée. C'était autre chose, quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Mais je savais que ça avait des crocs. Le Blue Fern Café sentait la cannelle et le bois ancien, le genre d'endroit où le temps ralentit. Je suis arrivée 10 minutes en avance et j'ai choisi une table dans un coin près de la fenêtre. Mes mains n'arrêtaient pas de s'agiter, d'abord avec la cuillère, puis le sachet de sucre, puis le bord de la serviette. Quand Léna est entrée, je l'ai reconnue instantanément. Même chignon gris, même regard ferme. Mais elle avait l'air différente cette fois, plus fragile, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle s'est dirigée vers moi, tenant un grand sac en toile et autre chose sous le bras, un dossier manie mince. Je me suis levée pour l'accueillir. Nous ne nous sommes pas embrassés. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle avait peur qu'un seul faux mouvement me fasse fuir. Merci d'être venue, a-t-elle dit doucement. Je n'étais pas sûre de le faire, ai-je avoué. Elle s'est assise prudemment. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient pendant qu'elle posait le sac sur la chaise à côté d'elle. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive maintenant, je suis reconnaissante que tu m'aies contactée. Nous sommes restés un instant en silence avant que la serveuse n'arrive. J'ai commandé un thé. Léna n'a rien commandé. Je ne crois même pas qu'elle ait regardé le menu. Puis elle a tendu la main vers le dossier. Ce sont des copies, a-t-elle dit. Je ne voulais pas te submerger, mais je me suis dit que tu voudrais peut-être en voir une partie. Elle a ouvert le dossier et a commencé à étaler les morceaux d'une vie qui, selon elle, avait été la mienne autrefois, des coupures de journaux, des affiches de disparition, une photo d'une fillette sur un tricycle rouge avec des rubans blancs, une autre d'une petite fille endormie sur un canapé serrant un lapin en peluche gris. Chaque image m'a frappée comme une vague que je n'étais pas prête à affronter. Je connaissais ce lapin. Je ne savais pas comment ni pourquoi, mais je me souvenais de la sensation de ses oreilles entre mes doigts, du filet filoché près de son cou. Tu l'appelais Bouton, dit Léna en remarquant ma réaction. Tu ne voulais aller nulle part sans lui. J'ai plaqué mes paumes à plat sur la table. Elle a disparu en juin 1996, a continué Léna, dans notre jardin, à Eugène. Je l'ai laissé jouer sur la balançoire pendant 5 minutes pour répondre au téléphone. Quand je suis revenue, elle avait disparu. Je ne me souviens de rien de tout ça, ai-je dit. Tu avais 6 ans. Le traumatisme peut faire ça. Et parfois, certaines personnes font de gros efforts pour s'assurer que tu n'en te souviennes pas, ces mots m'ont tordu la poitrine. Léna a pris une inspiration, puis a sorti un dernier objet du sac en toile, une pochette en plastique contenant un kit de test ADN. J'ai déjà fait le mien, a-t-elle dit. Je ne veux rien t'imposer, mais si tu es d'accord, ça nous dira la vérité. Je fixais le kit. Il avait l'air banal, quelques écouvillons, un code barre, une boîte. Mais c'était comme une grenade posée sur la table entre nous. Que se passe-t-il si c'est moi, ai-je demandé. Que devient la famille qui m'a élevée? Léna n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour détruire ta vie. Je n'ai juste jamais cessé de chercher. Pas un seul jour. Ses yeux brillaient mais elle ne pleurait pas. Tu ne te souviens peut-être pas de moi, a-t-elle ajouté, mais moi je me souviens de toi. Je me souviens que tu demandais des tranches de pommes sans la peau. Que tu t'endormais pendant les trajets en voiture en tenant ma manche.
Je ne pouvais plus respirer, mais je ne pouvais pas non plus partir. Alors j'ai tendu la main vers le kit, et en frottant l'intérieur de ma joue avec des doigts tremblants, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Comme une porte s'ouvrant, juste une fente, dans une pièce où je n'avais jamais osé entrer. Les résultats ADN sont arrivés un lundi. L'objet du mail était aussi banal qu'un reçu de course, votre rapport ADN est prêt. Je l'ai ouvert en silence. Pas de musique dramatique. Pas de halètement. Juste des chiffres, correspondance à 99,9%. J'étais Eleanor McKinley. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, les genoux ramenés contre ma poitrine, et j'ai laissé la vérité me traverser. Pas de colère. Pas même de chagrin. Juste l'effondrement silencieux d'une vie bâtie sur des noms empruntés. 2 jours plus tard, je suis allée chez mes parents, les Hartley. Maman a ouvert la porte, son sourire s'effaçant en voyant mon visage. Papa était déjà assis, le journal plié soigneusement sur la table basse, comme s'il faisait semblant que tout cela n'était pas sur le point d'arriver. Je leur ai tendu l'impression. Pas un mot. Maman a parlé la première, on nous a dit que tu avais été abandonnée. Une amie d'une amie a dit qu'elle connaissait quelqu'un, une petite fille qui avait besoin d'un foyer. Vous avez déménagé dans un autre état, changé de nom. Papa ne me regardait pas, on pensait que personne ne te cherchait. Elle, si, ai-je répondu. Pendant 27 ans. Maman a commencé à pleurer. On t'a aimé. Je sais, ai-je dit. Mais l'amour n'efface pas le vol. Leur silence m'a tout dit. Ils avaient soupçonné. Peut-être même su. Mais ils avaient choisi le confort plutôt que la vérité. Je n'appellerai pas la police, ai-je ajouté doucement. Mais j'ai besoin de distance. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis, sans que vous me le dictiez. Je suis partie sans un mot de plus. De retour dans mon appartement, j'ai fixé le nom imprimé sur le rapport ADN. Il ne m'allait pas encore, mais il ne sonnait pas faux non plus. Ce soir-là, j'ai changé la signature de mes emails en Noël McKinley Hartley. 2 vies. Un seul corps. Une vérité qui avait enfin un nom. Lena m'a invité à dîner le week-end suivant. Rien de formel, a-t-elle dit. Juste des lasagnes. Et quelques personnes qui t'attendent depuis longtemps. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi était encore dans le salon de mes parents, entendant le mot « abandonné », comme si c'était une excuse. Une autre partie ne savait pas si je méritais une seconde famille, ou si je pouvais l'affronter. Mais j'y suis allée. La maison de Lena était petite, à 2 étages, recouverte de lierre sur un côté. Elle sentait les tomates cuites au four et le basilic, et il y avait trop de cadres photos pour le nombre de murs. Des photos d'une vie que je n'avais jamais vécue, des chapeaux d'anniversaire, des matins de Noël, des étés au bord d'un lac. Sa voix tremblait légèrement quand elle m'a présenté, « Voici ma sœur ». Ce mot s'est coincé dans ma gorge. Margot se tenait juste derrière elle, un plat à gratin entre les mains. Ses cheveux étaient plus foncés que les miens, plus courts, bouclés autour de ses joues. Elle m'a regardé un moment, un peu trop longtemps avant de poser les lasagnes. J'ai aussi apporté un dessert, a-t-elle dit. Un crumble aux pommes. Tu adorais ça. J'ai hoché la tête, incertaine de comment réagir face à des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Le dîner était étrange, comme le deuil peut l'être, silencieux, sans cris, sans larmes. Juste le silence de gens réapprenant à s'asseoir ensemble. Jude, le fils de Margot, 10 ans, était assis à côté de moi et me lançait un coup d'œil toutes les quelques minutes, comme s'il avait peur que je disparaisse au milieu d'une bouchée. Après le repas, Margot m'a demandé si on pouvait parler dehors. On s'est retrouvés sur le porche arrière, sous des guirlandes lumineuses et un ciel trop vaste pour ce que je me sentais minuscule. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, a-t-elle dit. J'avais 8 ans quand tu as disparu. Je vérifiais la balançoire tous les matins, pendant 1 an. Je ne savais pas quoi répondre. Elle m'a tendu une petite boîte en bois. C'était à toi. À l'intérieur, un bracelet de colonie de vacances, un dessin au crayon représentant une baleine, et un médaillon doré avec de minuscules empreintes digitales sur le fermoir. Je ne me souvenais d'aucun de ces objets. Mais j'ai serré la boîte contre moi, comme s'il s'agissait des fragments d'une langue que j'avais oublié comment parler.
Margot m'a touché le bras. Tu n'as pas à redevenir elle. Tu peux choisir. J'ai regardé à travers la porte vitrée, Léna débarrassait les assiettes, Jude léchait une cuillère. Je ne sais pas encore qui je suis, ai-je murmuré. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit. On attendra. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru quelqu'un quand il a dit ça. Je n'ai pas effacé le prénom Noël. Je ne pouvais pas. C'est le prénom qui a grandi avec moi sur les cartes de bibliothèque, les formulaires de candidature, dans chaque petit mot que mes parents m'ont laissé sur le frigo. Il contient des souvenirs, des attachements, même s'ils se sont construits sur quelque chose de volé. Cette partie de moi est réelle. Elle l'est toujours. Mais Éléanore, la petite fille qui a disparu, elle compte aussi. Elle a existé avant que quiconque ne tente de la rebaptiser. Et même si je ne me souviens pas de sa balançoire, de son lapin en peluche, ni de la cour d'où elle a disparu, je sais désormais qu'elle a été aimée, cherchée, pleurée au-delà de toute mesure. Je vis désormais entre ces deux prénoms. Noël va au travail, répond aux emails, paie les factures. Éléanore se trouve dans le médaillon que je garde dans ma table de chevet, dans les histoires de Léna, dans les messages attentionnés de Margot. Tous les mardis, Léna et moi nous retrouvons pour un café. Elle apporte des coupures de presse et des souvenirs. Elle ne me force jamais. Certains jours, on parle. D'autres non. Mais elle est là. Stable, chaleureuse et incroyablement patiente. Margot prend de mes nouvelles avec une grâce silencieuse. Ses messages sont courts, réfléchis. Parfois une photo du dernier dessin de Jude. Une fois, simplement ces mots, tu es toujours ma sœur. Tu l'as toujours été. Les Hartley, Robert et Alice, nous nous voyons une fois par mois. Les dîners sont prudents mais honnêtes. Ils ne font plus semblant. Ils sont en thérapie. Moi aussi. Je ne leur ai pas pardonné. Pas complètement. Mais je ne porterai pas leur honte à leur place. Ce fardeau ne m'a jamais appartenu. Ce que j'ai appris, c'est ceci, on ne choisit pas toujours comment commence son histoire, mais on peut choisir qui nous aide à écrire le chapitre suivant. Mon nom légal est désormais Noël McKinley Hartley. Ce n'est pas élégant, mais c'est vrai. Il rend hommage à la vie que j'ai vécue, et à celle que je n'ai jamais pu finir. Je ne me sens plus perdue. Je me sens entière.